Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette conférence. Nous avons le plaisir d'accueillir Stéphane Taillat qui va nous parler d'un sujet, alors certes d'actualité, mais stratégiquement important, qui porte sur la question du cyberespace, guerre et paix dans le cyberespace, les nouveaux enjeux de la puissance américaine. Alors Stéphane Taillat est docteur en histoire et il enseigne les relations internationales et les études stratégiques aux écoles de Saint-Cyr-Coët-Cuidan, et il est aussi chercheur au centre de recherche des écoles de Coët-Cuidan au sein du pôle mutation et conflits. Ses travaux portent principalement, bien sûr, sur la question du cyberespace, mais également sur l'adaptation militaire, la politique étrangère des États-Unis et la numérisation du champ de bataille. Il est l'auteur d'un livre à paraître, donc en juillet 2018, si je ne me trompe pas, voilà, qui va s'appeler Cyberdéfense aux éditions Armand Collin, voilà, en juillet. Tenez-vous prêts. Voilà, donc sans plus attendre, je vais lui laisser la parole et merci beaucoup pour votre présence nombreuse aujourd'hui. Merci beaucoup. Bien, bonjour à tous. Alors, ce que je vais dire ce matin, en fait, se trouve justement dans l'ouvrage qui vient d'être évoqué et qui est un chapitre que j'ai coécrit avec Frédéric Douzet. Donc, sur cette question, la grille de lecture que nous avons choisie pour saisir les enjeux que représente la guerre et la paix dans le cyberespace pour les États-Unis, c'est celle de l'affirmation du leadership américain. Et pour illustrer en introduction justement ces enjeux, je vais prendre deux événements qui sont maintenant, on va dire, relativement anciens et qui sont assez bien documentés. L'un a été révélé en 2013 par Edward Snowden. C'est l'existence d'un programme de surveillance généralisée sur Internet par la NSA qui s'appelle PRISM. Et l'autre est une opération décidée en 2006, qui a certainement eu lieu autour de 2010 et dont on a eu connaissance à partir de 2012, qui porte le nom de Olympic Games, mais qui est plus connu par le nom du virus qui en a été en quelque sorte le vecteur principal, c'est-à-dire Stuxnet. Ces deux opérations, qui sont effectivement liées aux États-Unis, nous révèlent plusieurs choses. Elles nous révèlent d'abord l'ampleur des ressources et l'état de la puissance américaine sur les questions numériques. Elles nous révèlent également les modalités selon lesquelles ces ressources ont été exploitées et mobilisées. Elles nous révèlent aussi les logiques qui, en quelque sorte, structurent la manière dont les différents acteurs américains, de manière d'ailleurs pas cohérente toujours, mais de la manière dont ils saisissent la question de ce que c'est que le cyberespace et qu'est-ce que c'est que la guerre et la paix. Et puis surtout, ils nous révèlent un certain nombre de dilemmes, d'effets éventuellement contre-productifs, puisque ces deux opérations, je vous le montrerai un petit peu plus tard, ont évidemment suscité crainte, contestation et aussi, on va dire, émulation, une émulation qui d'ailleurs va certainement aujourd'hui beaucoup plus loin que le simple précédent américain. Cela étant, et je vais terminer mon introduction sur ce point, cela étant, l'affirmation du leadership américain, ce n'est pas simplement l'histoire d'un État qui, de par son intériorité sur les réseaux numériques, de par les capacités qu'il a eues à structurer ce domaine, finalement abuserait de cette position et susciterait en retour finalement une contestation qui serait la bienvenue. Ce que je vous montrerai, c'est que l'affirmation du leadership américain, si elle a des effets potentiellement déstabilisateurs au départ, elle s'inscrit également autour de la promotion d'un certain nombre de normes qui visent à réduire, à réguler les risques de conflictualité numérique. Deux points de terminologie, puisque vous m'entendrez souvent utiliser un certain nombre de termes et parfois je les utiliserai de manière interchangeable, mais ce ne sera pas totalement correct d'un point de vue conceptuel. Je parlerai d'espace numérique ou cyberespace pour désigner finalement les réseaux, les systèmes d'échange d'informations numériques. Évidemment au cœur ce réseau mondial qui est Internet, mais c'est loin, l'espace numérique est loin de se limiter à Internet. Je parlerai de domaine numérique pour désigner non seulement cet espace numérique, ce cyberespace, mais également toutes les activités qui en dépendent. Et vous voyez bien aujourd'hui, ces activités sont multiples et le champ du domaine numérique, en réalité, c'est un champ global. C'est un champ qui traverse toutes les échelles, puisqu'il va jusque finalement la manière dont nous vivons en grande partie notre vie sociale, voire tout simplement notre vie en tant que citoyen ou en tant que consommateur, peu importe.
J'articulerai mon propos en 3 points. Sur le premier, j'insisterai sur finalement les bases de la puissance américaine dans le cyberespace. Alors, il ne s'agira pas de faire une typologie des ressources dont disposent les États-Unis. Il s'agira d'essayer d'illuminer d'éclairer un certain nombre de logiques, un certain nombre de structures qui sont derrière cette cyberpuissance, qui est la cyberpuissance, on va dire, par excellence. Dans un deuxième temps, j'analyserai finalement toutes les conditions, tous les facteurs, toutes les variables qui ont conduit les États-Unis à agir de manière déstabilisatrice par rapport à cette question de la guerre et de la paix. Et enfin, dans un troisième temps, je m'attacherai aussi au fait que les États-Unis ont cherché et continuent à chercher aujourd'hui finalement à promouvoir des normes responsables et donc à essayer de réguler justement ce champ particulier de la conflictualité numérique. Cette conflictualité numérique a une particularité. En grande partie, elle concerne des actions qui sont en dessous du recours à la force armée, en dessous d'un seuil qui est normalement celui par lequel le droit international définit la différence entre justement la guerre et la paix. Et la deuxième particularité, c'est qu'elle se situe justement, finalement, en temps de paix, au sens où on l'entend habituellement. Mais peut-être que justement, il faudrait revenir sur cette distinction guerre et paix, mais je n'aurai pas le temps, bien sûr, aujourd'hui. Donc, première partie, je vais m'intéresser à cette question des bases de la puissance. Alors, il a été écrit beaucoup de choses sur le rôle que jouent les grandes entreprises du net américaines, sur leur antériorité, finalement, sur le domaine numérique, et également sur le quasi-monopole dont elles disposent. Donc il ne s'agit pas de revenir dessus, il s'agit juste pour l'instant de dire qu'il est beaucoup trop rapide d'identifier ces grandes entreprises du net et bien entendu les États-Unis en tant que, on va dire, acteurs sur la scène internationale. Le lien entre les deux est beaucoup plus complexe, ce n'est pas une relation forcément de subordination. Ce ne sont pas des simples relais de la puissance américaine, ce sont des acteurs qui gagnent en autonomie et on le verra à la fin, qui posent un certain nombre d'enjeux justement sur ce champ particulier de la conflictualité numérique. Donc plutôt que d'aborder cette question, j'ai plutôt abordé une autre question qui est celle du contrôle symbolique, qui s'explique par l'antériorité que les acteurs américains ont eu dans le développement et l'émergence de l'espace numérique, le contrôle symbolique que les États-Unis ont longtemps exercé sur une fonction importante, qui est la fonction d'adressage et de nommage. Cette fonction d'adressage et de nommage, c'est une fonction qui finalement s'incarne dans un organisme qu'on appelle l'ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Cette société de droit privé californien à but non lucratif a été créée en 1998 à l'initiative de l'administration Clinton. Son principal rôle, c'est d'écrire sur le fichier racine du système DNS. Le système DNS, c'est l'infrastructure et les protocoles qui permettent de relier des noms de domaine avec des adresses IP. Voilà, c'est quelque chose qui est essentiel. Et initialement, bien sûr, Internet étant au départ un réseau essentiellement américain qui ensuite s'est internationalisé, initialement, cette fonction d'adressage et de nommage, donc avant 1998, dépendait directement du gouvernement fédéral. Et en 1998, donc, l'idée a été de lancer un processus qui, à terme, aboutirait à relâcher ce contrôle direct qu'exercerait l'administration fédérale sur cette fonction particulière. Ceci dit, l'ICANN, en 1998, a été créée avec une clause qui la mettait en contrat avec le département du commerce du gouvernement fédéral américain. Donc vous voyez, ça restait quand même une organisation fortement liée, on va dire, à des agendas ou en tout cas à des logiques proches, bien sûr, de celles des États-Unis. Et de fait, aux États-Unis même, ce processus qui visait à terme à ce que l'ICANN devienne un organisme totalement autonome, géré d'une autre manière, si vous voulez, aux États-Unis même, ça a suscité un certain nombre de controverses qui en ont évidemment retardé l'échéance. Dans ce domaine-là, il y a eu plusieurs dates qu'il faut retenir. À partir de 2009, notamment, l'ICANN s'est doté d'une gouvernance multipartite, c'est-à-dire que d'autres États, d'autres organisations, d'autres entités ont participé à sa gouvernance, mais ont resté avec ce lien avec le département du commerce des États-Unis. Évidemment, l'affaire Snowden a changé un peu tout ça,
puisque à cette occasion, ça a accéléré le processus. À la veille du sommet Net Mondial, un sommet organisé en mai 2014 à l'initiative de la présidente du Brésil, qui certainement devait être mécontente d'apprendre que la NSA espionnait ses communications et qui menaçait en quelque sorte de faire sécession. Donc, à la veille de ce sommet, donc, l'administration Obama a annoncé que le processus tant attendu allait aboutir. Le 10 mars 2016, le contrat entre l'ICANN et le département du commerce américain a pris fin, a expiré. Il y a eu une période de transition et c'est devenu effectif au 1er octobre 2016. Si je vous parle de ça, il y aurait d'autres sujets peut-être à aborder, mais si je prends ce cas particulier de l'ICANN, c'est parce que, bien entendu, pendant toutes ces années, si je puis dire, jusqu'en 2016, il y a eu de la part de différents acteurs, que ce soit des organisations activistes, favorisant évidemment la liberté d'expression ou en tout cas la vie privée, la protection des droits individuels sur Internet, que ce soit de la part de certains gouvernements, bien entendu en premier lieu, mais ce n'étaient pas les seuls, la Russie et la Chine. Il y a eu effectivement une contestation de ce statut de l'ICANN et il y a eu évidemment une représentation selon laquelle finalement l'ICANN était effectivement l'instrument des États-Unis. Alors qu'en fait, depuis 2009, c'était déjà beaucoup moins évident. En 2012, la Russie et la Chine avaient proposé que l'ICANN soit confiée à l'Union internationale des télécommunications, qui dépend de l'ONU, et les Américains avaient réussi à empêcher cette transition. Alors, l'histoire ne serait pas totalement complète, puisqu'on pourrait se dire à partir du 1er octobre, tout va bien, et quel rapport avec notre sujet? L'histoire ne serait pas totalement complète, parce que si j'ai décidé de prendre cet exemple-là pour illustrer la superpuissance américaine, l'affirmation de son leadership, mais aussi les craintes et les contestations qu'elle suscite, c'est parce qu'il y a eu des débats aux États-Unis même. Il serait, je pense, erroné de croire qu'aux États-Unis, tout le monde a la même vision de ce que doit être la place des États-Unis par rapport au cyberespace, et ici, avec l'ICANN, particulièrement sur la gouvernance d'une des ressources numériques principales, qui est celle de l'adressage et du nommage sur Internet. Lorsque le contrat a expiré le 10 mars 2016, nous étions en pleine élection présidentielle aux États-Unis. Et à ce moment-là, il y avait deux prétendants principaux du côté républicain, Ted Cruz et Donald Trump. Et ce qui est intéressant, c'est que chacun des deux a donné son avis, a exprimé son opinion et a exprimé aussi ses craintes face à cette décision de l'administration Obama, que tous les deux, évidemment, présentaient comme néfaste aux États-Unis, mais pour deux raisons différentes. Pour Ted Cruz, évidemment, le risque de relâcher, entre guillemets, un contrôle même indirect sur l'ICANN de la part des États-Unis reviendrait à livrer Internet, finalement, à la discrétion des États. Et on craignait, bien entendu, que des États autoritaires, bien évidemment, en profitent pour accroître davantage leur contrôle sur le contenu, évidemment, de ce qui était diffusé à leurs citoyens. Et en allant encore plus loin, bien entendu, pour Ted Cruz, ça signifiait, bien sûr, à terme, un mot que j'utiliserai tout à l'heure, la balkanisation de l'Internet. Pour Donald Trump, sa vision était un petit peu différente, puisque lui estimait que finalement le contrôle, même indirect, que les États-Unis exercent sur Internet était un des instruments de la puissance dont il fallait se servir, puisque Donald Trump a une vision des relations internationales, en tout cas de ce qu'il dit, qui est beaucoup marquée par l'idée qu'on est dans un jeu à somme nulle et que, évidemment, les États-Unis doivent exploiter tout ce qui leur donne une position privilégiée, et évidemment, le contrôle sur l'ICANN en est une. Donc, ça nous renvoie à une représentation assez puissante, même s'il y a des différences, même s'il y a des divergences entre ces deux visions que je viens de présenter à travers Ted Cruz et Donald Trump. En gros, il y a une divergence, mais il y a une cohérence quand même sur l'idée qu'au fond, on est dans une vision où le rôle leader des États-Unis sur le cyberespace, ici particulièrement sur Internet, serait au fond bénéfique à l'ensemble des parties prenantes, c'est-à-dire à l'ensemble des États, des entreprises et des organisations qui effectivement profitent d'un réseau libre, ouvert et sûr, pour reprendre le sous-titre de la stratégie du président Obama en 2011 pour le cyberespace, un Internet libre, ouvert et sûr. Donc ce serait bénéfique à l'ensemble des parties prenantes et ce serait aussi bénéfique à l'ordre global, qui a été ainsi modelé par l'action des Américains depuis finalement les années 90. Donc il y a une forme de reconstitution aussi historique, je ne reviens pas là-dessus. Et au fond,
pour terminer sur ce point, les débats sont finalement beaucoup moins sur le fond de l'affaire, c'est-à-dire sur l'idée que les États-Unis devraient se retirer du cyberespace ou au contraire y être présents. Non, il n'y a pas de désaccord sur le fait que les États-Unis devraient avoir un rôle prééminent sur le cyberespace, mais il y a plutôt un débat sur les modalités d'exercice de la puissance américaine sur le cyberespace. Sous l'administration Obama, ce qui a été valorisé, et ça vaut pour d'autres domaines d'ailleurs des relations internationales, ce qui a été plutôt valorisé, hein, c'est une tendance, ça a été le modelage des conditions structurelles par lesquelles fonctionnait ou pouvait se développer l'espace et le domaine numérique. Hein, la promotion de l'innovation et de l'écosystème numérique, la collaboration avec les différentes plateformes, etc. Et finalement, c'était l'idée qu'il fallait abandonner l'autre option qui était un contrôle direct, ou plus ou moins indirect via le département du commerce, pour le cas de l'ICANN, qui évidemment donnerait lieu à des contestations. Donc vous voyez, sous Obama, il y avait l'idée de déminer en quelque sorte les contestations qui pourraient naître du sentiment que les États-Unis contrôlent Internet, ce qui n'est pas le cas. Alors, cette position des privilégiés des États-Unis, évidemment, il faut maintenant renverser le miroir et la représentation. Elle a suscité des craintes, bien entendu, elle a suscité des contestations, elle a suscité des critiques. En gros, on a deux types d'attitudes par rapport à cette position des États-Unis. La première attitude, c'est celle d'États qui craignent un Internet dominé par les États-Unis, que ces derniers utiliseraient à des fins d'ingérence et de déstabilisation. Pour ces acteurs-là, bon, la Russie et la Chine sont les deux premiers qui viennent à l'esprit, mais ce sont loin d'être les seuls. Pour ces acteurs-là, évidemment, ça nécessite une réponse. C'est pour ça que ces deux États ont tenté de développer des espaces numériques nationaux, ont essayé de développer des applications natives, et puis plus important, ont essayé d'obliger justement les entreprises du net à héberger physiquement les données de leurs citoyens sur le sol national, plutôt que de les laisser héberger sur des serveurs situés aux États-Unis ou éventuellement en Europe occidentale. Donc ça, c'est la première position, une position, on va dire, de contestation, qui voit dans cette position des États-Unis une menace. Vous avez une autre position qui est bien incarnée, je pense, par la plupart des États membres de l'Union européenne, qui est plutôt une position critique, qui partage avec les États-Unis le sentiment que nous sommes face à un espace transnational qui doit être gouverné de manière à promouvoir l'ouverture, la liberté de la circulation de l'information et la sûreté de tous les utilisateurs. Cela étant, j'ai bien dit critique, puisqu'il y a une attitude critique vis-à-vis du monopole d'abord des entreprises américaines, puisque ces entreprises américaines, du coup, empêchent le développement d'entreprises, par exemple, européennes sur ces champs-là. Et deuxièmement, des critiques vis-à-vis de la prétention que pourrait avoir le gouvernement fédéral, de cette tentation, je devrais dire, que pourrait avoir le gouvernement fédéral à exploiter la position privilégiée des États-Unis à des fins économiques et politiques. Et donc, évidemment, là, je vous ai présenté les deux faces du miroir, le débat aux États-Unis, la manière dont il peut susciter des réactions en face. Et pour terminer sur cette première partie sur la cyberpuissance américaine, il faut revenir à nouveau sur la réaction américaine par rapport à ces contestations et ces critiques. Ce qui est intéressant, c'est que même si ce n'est pas le seul discours qui existe aux États-Unis, que ce soit de la part des chercheurs, des analystes, des praticiens ou des hommes politiques, il y a quand même une tendance dominante à pointer du doigt ces contestations et ces critiques sous l'angle du risque de la balkanisation d'Internet, le terme que j'ai cité tout à l'heure et qui était celui de Ted Cruz. Sauf que derrière cette image, vous voyez la représentation que peut véhiculer l'idée de balkanisation, qui est à la fois l'idée d'une fragmentation, mais qui est aussi l'idée, bien entendu, d'une fragmentation qui fait naître des conflits. Sauf que derrière cette idée ou cette notion de balkanisation du web, quand on analyse un petit peu plus les discours, on se rend compte que dans ce terme finalement est assez polymorphe et qu'on y mêle des enjeux très très différents, comme par exemple le contrôle étatique sur les contenus. Le fait que certains États contrôlent les contenus de ce que peuvent voir les citoyens, c'est indéniable. La volonté de certains États de créer leurs propres infrastructures nationales ou leurs propres écosystèmes numériques. On y met aussi dedans les difficultés de définition de juridiction dans le cyberespace, ou même encore la volonté, finalement je reviens à l'ICANN, la volonté d'introduire différents alphabets nationaux dans les noms de domaines, chose que l'ICANN a admis en 2010-2011.
Donc vous voyez déjà, si on part de ce point, on voit bien que la puissance américaine par rapport à cette question du cyberespace est une puissance qui dispose de ressources, qui est capable de les mobiliser, de les exploiter, mais qui finalement nourrit à la fois des discours hégémoniques et contre-hégémoniques, hein, évidemment, et qui pose un problème en termes de légitimité des États-Unis à faire prévaloir en quelque sorte leur point de vue sur un domaine dans lequel, de plus en plus, la prise de parole, elle n'est pas simplement multilatérale, c'est-à-dire de la part de quantité de gouvernements, mais elle est aussi multipartite, multi-acteurs, c'est-à-dire dans laquelle quantité d'autres acteurs à différentes échelles émettent aussi des opinions et participent également à la gouvernance d'Internet. Ça m'amène à une deuxième question, à une deuxième partie, qui est de se demander si les États-Unis n'ont pas été une puissance déstabilisatrice. Et là, on va rejoindre plus particulièrement notre question de guerre et de paix. Puissance déstabilisatrice parce que, en effet, on constate que finalement un phénomène que je qualifierais de militarisation précoce du cyberespace et globalement du domaine numérique. Cette militarisation précoce, elle s'explique, je n'ai pas le temps d'en raconter l'histoire et les processus qui sont complexes, mais elle s'explique par la manière dont la pensée stratégique et militaire américaine, parfois aux marges, hein, par exemple au sein de la NSA, s'est emparé de la question des informations numériques et des réseaux qui faisaient s'échanger ces informations numériques. Qu'est-ce qui a caractérisé globalement, parce que là aussi il y a différents discours, mais qu'est-ce qui a caractérisé globalement cette appréhension des réseaux numériques, des informations numériques? C'est l'idée qu'au fond, l'information était une ressource clé et que d'un point de vue militaire, on pouvait non seulement essayer de profiter de cette information, mais on pouvait essayer de dénier aux autres la capacité à échanger des informations. Donc ça pouvait être tactiquement s'attaquer au centre de commandement et de contrôle d'un adversaire, par exemple. Mais d'un point de vue politique, ça voulait dire aussi que le contrôle de l'information était finalement presque une arme. Et donc cette manière de voir a conduit, bien sûr aussi à sa contrepartie, c'est-à-dire à se rendre compte que si les adversaires ou les rivaux potentiels des États-Unis dans les années 90 seraient à terme ou pouvaient déjà être vulnérables à des attaques sur leur réseau numérique, ou à tous les réseaux qui en dépendent, par exemple les réseaux énergétiques, eh bien les États-Unis eux-mêmes étaient vulnérables à ces attaques. Donc vous voyez, il y a eu toute une réflexion qui déjà a conduit à penser les activités dans le cyberespace sur le mode finalement de la lutte entre un adversaire et les États-Unis, bref, sur le mode du combat, sur le mode de la guerre. Donc cette militarisation, elle s'explique par ça. Petit point au passage sur la question de l'espionnage. Très tôt aussi, finalement dès la fin des années 70, avant même l'émergence du numérique, à l'époque où on était encore aux communications analogiques, mais ça s'est développé bien sûr dans les années 90, très tôt, au sein de la NSA, on s'est rendu compte que finalement la collecte sur le numérique, la collecte des données, le fait de pénétrer un réseau pour collecter des données, ou le fait de pénétrer ce réseau pour collecter des données, mais en vue de préparer une opération ultérieure, par exemple qui attaquerait l'intégrité de ce réseau ou sa disponibilité. Finalement, tout ça s'apparentait à l'espionnage. C'est très intéressant. On a assimilé le fait de pénétrer les réseaux des autres à de l'espionnage. Ça a eu dans les questions, si vous voulez, on y reviendra, c'est problématique comme assimilation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les conséquences que ça a eu. Ça a eu comme conséquence, essentiellement, de conduire la NSA d'abord à développer l'idée qu'il fallait avoir des programmes de surveillance globaux, systématiques, sur les réseaux, sur Internet et sur les réseaux, bien entendu, des rivaux ou des ennemis, mais aussi des alliés. Deuxième chose, ça a aussi amené à une évolution. Cette évolution, c'est de considérer qu'au fond, dans le contexte sécuritaire post-11 septembre, justifié par la lutte contre le terrorisme, eh bien, finalement, collecter des données n'était fait qu'à des fins d'espionnage. On ne voyait pas, par exemple, aux États-Unis, on s'est privé, on s'est mis une œillère, on s'est privé d'un élément essentiel qu'on voit ressurgir aujourd'hui, c'est collecter des données sur les réseaux des autres. C'est pas simplement pour les garder pour soi ou pour les exploiter, à des fins, on va dire, à des fins technologiques. Accusation que les Américains n'ont cessé de porter contre les Chinois durant les années 2000 jusqu'en 2015. Mais on voit bien aujourd'hui qu'on peut collecter des données sur les réseaux des autres et ensuite les utiliser à des fins de désinformation ou de compromission. Et ça n'a pas du tout été vu, puisqu'en effet, on a considéré aux États-Unis, notamment au sein de la NSA, que collecter des données, c'était de l'espionnage. Or, l'espionnage en temps de paix n'est pas explicitement prohibé
on va dire. Et surtout, c'est une activité finalement relativement bénigne, puisqu'il s'agit juste de collecter, de recueillir, de voler des secrets. Mais on ne voyait pas cette possibilité de militariser, si je puis dire, ou de transformer en armes les données qu'on avait collectées. Alors, on peut aller un petit peu plus loin pour dire qu'au-delà de cette militarisation, on va dire, de la réflexion ou de la représentation de ce que c'est que la lutte, entre guillemets, sur les réseaux numériques, vous avez une militarisation aussi organisationnelle. Ce qui est intéressant, c'est qu'avant 2010, depuis plus d'une vingtaine d'années, les États-Unis avaient développé quantité d'agences, de services, de bureaux qui étaient chargés de réfléchir à ce que nous on appelle aujourd'hui cyber warfare, ou en français on va dire cyberdéfense, c'est-à-dire évidemment la notion de combat numérique, la notion de protéger ces réseaux pour continuer à fonctionner d'un côté et être capable d'atteindre les réseaux des autres pour les empêcher de fonctionner. Donc tout ça, ça s'est développé au sein de multiples services très cloisonnés. En 2010, un premier phénomène a lieu, c'est la concentration. En 2010, en effet, est créé le Cyber Command. Le Cyber Command, dont le chef, dont le commandant, est aussi le directeur de la NSA. Effectivement, les deux premiers chefs du Cyber Command, le général Keith Alexander de l'Army et l'amiral Michael Rogers de la Navy, ont cette double casquette. Ils sont à la fois directeurs de la NSA et commandants du Cyber Command. Alors ça, c'est une première chose. On a concentré. Deuxième chose, il y a eu effectivement un développement, un accroissement du rôle et des missions de ces deux organisations. Puisque le Cyber Command s'est vu finalement confier la sécurité et la défense des infrastructures nationales jugées critiques, donc a pris un rôle qui normalement devait être dévolu au département de la sécurité intérieure, mais aussi la conduite d'opérations numériques en soutien aux opérations militaires. Et puis la NSA, de son côté, on l'a vu avec Prism, a développé finalement des programmes de surveillance généralisés d'Internet, des programmes globaux. Donc deuxième phénomène, l'accroissement du rôle et des missions. Et troisième phénomène, le Cyber Command, depuis la loi budgétaire de 2017, s'est autonomisé, puisqu'en effet, il est devenu ce qu'on appelle dans la terminologie américaine, au sein du Pentagone, un commandement unifié, c'est-à-dire un commandement autonome. Avec à terme, c'était l'idée en tout cas du Congrès et d'Obama lorsque cette disposition, cet amendement a été introduit dans la loi budgétaire de défense de 2017, avec à terme la volonté d'aboutir à une séparation entre ces deux entités. Sauf qu'évidemment, on en est loin aujourd'hui. Alors, cela étant, il ne faut pas non plus exagérer la puissance de cet empire NSA Cyber Command. Il y a énormément d'articles qui ont été écrits sur le sujet. En réalité, on a deux organisations qui ont des logiques bureaucratiques et des cultures bureaucratiques complètement différentes et qui ont des problématiques de coordination très importantes, notamment parce qu'il n'y a pas de hiérarchie claire entre l'une et l'autre. Dernier point sur ce premier aspect de militarisation. La militarisation du cyberespace, c'est aussi, et c'est très important, le fait que très tôt, les militaires américains ont intégré le numérique dans leurs opérations militaires, dans les opérations clandestines et dans les opérations de renseignement, très très tôt. Alors c'était déjà le cas au moment de l'invasion de l'Irak en 2003. Et puis finalement, ça a été plutôt limité. Mais c'est surtout vrai depuis le surge en Irak, depuis l'année 2007-2008, la campagne contre Al-Qaïda en Irak, puisque des opérateurs de la NSA étaient intégrés au sein des forces armées pour essayer d'intercepter les communications entre les cellules insurgées et djihadistes pour ensuite les compromettre et essayer d'améliorer, d'accroître les effets de l'action militaire. Donc c'est vraiment le premier pays qui a intégré le numérique à ses opérations militaires, à ses opérations clandestines, à ses opérations de renseignement. C'est loin d'être le seul aujourd'hui, bien évidemment. Alors, cette militarisation, ce n'est pas le seul aspect déstabilisateur, entre guillemets, parce que ça nous montre juste comment les États-Unis se sont organisés, de manière d'ailleurs pas du tout cohérente, selon un processus qui est parti un peu dans tous les sens et qui s'est structuré finalement qu'au fur et à mesure. Ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est surtout, et c'est le point principal à mon avis de cette deuxième partie, c'est l'activisme dont les États-Unis ont fait preuve dans le cyberespace. Un activisme sur ce domaine de la conflictualité numérique. Dans l'idée que, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'à la fois
il y avait des opportunités à saisir à travers le domaine numérique, et il y avait également aussi des menaces qui pouvaient surgir. Alors ça s'est traduit comment ? Évidemment, ça suscite un certain nombre de risques. C'est ce que je vais présenter dans cet activisme. La première chose qu'ils vont avoir en tête, c'est le fait que les agences américaines, et notamment la NSA, mais aussi la CIA, n'ont cessé de collecter et d'exploiter un très grand nombre de vulnérabilités logicielles. Ce sont des vulnérabilités qu'on appelle zero day parce qu'elles sont finalement inhérentes au code source, par exemple, d'une application. Alors ça peut être un système d'exploitation comme Windows, ou ça peut être une application comme Adobe, ou peu importe. Mais alors, on les appelle zero day parce que les concepteurs et les développeurs, les programmeurs de ces applications n'ont pas connaissance finalement de ces failles dans le code source. Et évidemment, il y a tout un marché qui existe, qui consiste à repérer ces vulnérabilités pour en faire quoi ? Pour la NSA, l'idée, pour la CIA aussi, ça a été d'empiler un espèce d'arsenal de vulnérabilités et aussi de logiciels qui permettaient d'exploiter ces vulnérabilités. Donc constitution d'un arsenal numérique extrêmement important. Et les révélations d'Edward Snowden en 2013 ont suscité un vrai débat aux États-Unis, sur le mode suivant, c'est que vous, effectivement, collectez, vous, la NSA, vous collectez, vous empilez, vous créez un arsenal numérique, en attendant des jours meilleurs, c'est-à-dire le jour où vous aurez à les utiliser. Mais d'un autre côté, toutes ces vulnérabilités que vous ne divulguez pas de manière publique ne permettent pas aux concepteurs de développer des mises à jour de sécurité, ce qu'on appelle des patchs. Et donc, finalement, au nom de la sécurité nationale, vous mettez aussi en péril, finalement, la sécurité de tous les utilisateurs, y compris aux États-Unis. Et certains ont été plus loin. Ce n'est pas simplement des activistes favorables, voyez, à la fin du complexe militaro-industriel ou que sais-je. C'est aussi des gens très attachés à la sécurité nationale qui ont expliqué que la défense en profondeur du domaine numérique aux États-Unis serait mieux servie si ces vulnérabilités, ou en tout cas les plus graves d'entre elles, celles qui touchent des logiciels qu'on utilise tous, pouvaient être communiquées publiquement, puisque évidemment chacun pourrait faire une mise à jour. Donc vous voyez, il y a eu ce premier débat. Il y a un deuxième débat qui a surgi, mais seulement depuis l'année dernière. Entre août 2016 et début janvier 2017, un groupe de hackers surnommé Shadow Brokers, en réalité certainement APT28, c'est-à-dire en réalité le renseignement militaire russe, ou en tout cas il y a des liens avec. Ce groupe de hackers a subtilisé une partie de ses outils à la NSA, une partie de ses armes, et les a mis en ligne. Pourquoi j'en parle ? Parce que vous avez deux campagnes massives d'attaques numériques qui ont eu lieu au printemps et au début de l'été. La première, c'est WannaCry, qui a été attribuée par de nombreux gouvernements à la Corée du Nord, et l'autre, c'est NotPetya, qui a été attribuée par ces mêmes gouvernements à la Russie. Mais peu importe, ce qui compte, c'est que ceux qui ont lancé WannaCry et NotPetya ont utilisé justement une de ces vulnérabilités de la NSA. Donc ce que je souligne ici, c'est que le fait d'avoir empilé un arsenal numérique a conduit aussi à une prolifération des armes numériques. On a vraiment un phénomène de prolifération. Deuxième aspect de cet activisme et des risques qu'il suscite, il y a la question des opérations. Donc, j'ai cité en introduction tout à l'heure Prism et Stuxnet. Prism, donc, c'est cette vaste campagne de surveillance et de collecte de renseignements sur Internet, mise en place par la NSA après le 11 septembre 2001, grâce à des ententes que la NSA a avec des entreprises américaines, notamment celles qui hébergent un certain nombre de données. Cette opération, évidemment, lorsqu'elle a été révélée, elle a suscité énormément de levées de boucliers dans le monde entier, et surtout elle a renforcé une représentation très puissante, qui est celle de voir, soit dans la NSA, soit carrément tous les États-Unis, la principale menace dans le cyberespace, la principale menace contre les libertés individuelles, mais aussi la principale menace pour des États qui ont peur de ce qu'ils appellent l'ingérence ou le risque des déstabilisations qui viennent des États-Unis. Donc ça, c'est un premier point important. Deuxième point, Stuxnet. Donc Stuxnet était cette campagne de sabotage à distance qui visait, c'était les objectifs, à contraindre l'arrêt du programme nucléaire iranien, et surtout qui avait un deuxième objectif vraisemblable, qui était d'empêcher une intervention militaire israélienne contre ce même programme nucléaire.
Le virus Stuxnet, qui a été découvert dès 2010 par des spécialistes de sécurité informatique, a été décortiqué. Il a souvent été présenté comme finalement la première arme numérique absolue, en tout cas une arme numérique extrêmement puissante, parce que, il faut bien le retenir, c'est un agent intelligent, c'est-à-dire qui s'adapte à son contexte, et c'est également un agent discriminé. C'est-à-dire qu'il ne s'active, ou en quelque sorte les principes actifs, pour reprendre une image, ne se mettent en place que sur certains systèmes, sur certaines configurations logicielles et matérielles déterminées. D'accord ? Quelle était la crainte de tout le monde ? C'est qu'une fois le code de Stuxnet dans la nature, n'importe qui, ou en tout cas avec un certain nombre de moyens organisationnels et techniques, pouvait le décortiquer et pouvait le reconfigurer pour en faire une arme extrêmement puissante. Ça ne s'est pas produit, mais en revanche, ou en tout cas pas sous cette forme-là, mais en revanche, moi je vois un autre aspect très important derrière l'attaque, derrière la campagne, l'opération Olympic Games avec le virus Stuxnet, c'est que ça a créé un précédent. Il n'y a pas forcément de lien de causalité, mais il y a un lien de corrélation avec ce qui se produit après. En août 2012, vous avez une attaque massive qui détruit pratiquement l'essentiel des ordinateurs et des données de l'entreprise saoudienne pétrolière Aramco, attaque attribuée à des hackers iraniens. Vous avez en décembre 2014 le vol, la divulgation et la destruction de données associées à du chantage de Sony Entertainment aux États-Unis, attribué à la Corée du Nord. Et vous avez enfin, en décembre 2015 et en décembre 2016, je dis enfin, mais il faudra que je reparle de NotPetya WannaCry après. En décembre 2015 et en décembre 2016, des attaques attribuées, imputées à des hackers russes contre le système de distribution électrique ukrainien. Et donc, on voit bien que certains... Alors, et puis, vous avez donc WannaCry et NotPetya. Alors, NotPetya, donc c'est une attaque qui a commencé sur le réseau... ukrainien, ça a détruit à peu près 10% des ordinateurs en Ukraine. Pour vous donner une petite idée, ça fait 2 millions de postes et toutes leurs données. Et puis ensuite, ça s'est répandu dans le monde entier parce que le problème d'une attaque numérique, c'est que tout n'est pas Stuxnet. C'est-à-dire tout n'est pas ciblé et discriminé pour ne fonctionner que sur des systèmes très précis. Là, en l'occurrence, l'attaque, elle a rebondi sur quantité d'autres entreprises. On estime que NotPetya, les dernières estimations hautes, parlent d'une perte nette globale de 10 milliards de dollars. Donc ce n'est pas une petite attaque. Vous avez donc WannaCry dont j'ai parlé tout à l'heure, dont on a beaucoup parlé parce que ça a paralysé un temps le système de santé britannique. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit bien que certains acteurs, alors peu importe que ce soit la Russie, la Corée du Nord ou d'autres, peu importe, on voit que certains acteurs se sentent encouragés à aller toujours de plus en plus loin et ils justifient, c'est leur responsabilité, ils justifient finalement d'aller toujours de plus en plus loin en s'appuyant sur le précédent de l'attaque par coercition numérique que seraient Olympic Games et Stuxnet. Donc vous voyez, on a une déstabilisation possible, en tout cas rendue possible par cet activisme. Il faut terminer sur cette deuxième partie. Il faut terminer par, donc pour parler de la déstabilisation ou des risques de la déstabilisation de l'activisme américain, des débats et des doctrines qui portent sur un sujet qui concerne tous les États, qui est la question de la prévention et de la dissuasion des attaques numériques. Dans ce domaine comme dans d'autres, évidemment, les États-Unis, ont tendance, enfin en tout cas les débats aux États-Unis ont tendance à informer les débats et les politiques publiques ailleurs. C'est pour ça qu'il faut, j'insiste sur ce facteur-là. Or, sur ce point, ce qui est intéressant, c'est que bien sûr, officiellement, dans ces débats, on cherche à dissuader des attaques numériques, notamment des attaques numériques qui risqueraient de toucher des infrastructures critiques, des enjeux vitaux. Vous voyez, on cherche à les dissuader, soit par l'interdiction, c'est-à-dire en essayant de dénier tout succès à un agresseur. Alors c'est assez compliqué, je n'y reviendrai pas, mais surtout par des représailles. C'est le mode dissuasif classique. Le mode dissuasif classique, c'est celui qui promet des représailles à un potentiel agresseur. C'est comme ça que fonctionne la dissuasion nucléaire française, par exemple. Or, dans ce domaine, on voit bien que les discours comme les actions du gouvernement fédéral montrent que ces discours, la posture dissuasive se structure de plus en plus autour de ce qu'on appelle une logique interdomaine. La logique interdomaine, c'est l'idée que les réponses à une attaque numérique ne devraient pas forcément rester au niveau des attaques numériques. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de table d'équivalence qui permettent de dire, voilà, une attaque numérique, ça a fait tant de dégâts, donc ça équivaut à telle chose, ça équivaut à franchir le seuil de l'agression armée ou pas, et donc il faudrait répondre de la même manière. Et donc la plupart des gouvernements aujourd'hui, ou en tout cas en grande partie des discours, se structurent autour de l'idée de on doit répondre
en dehors, éventuellement. On peut être autorisé à répondre en dehors du numérique. C'est la position officielle de la France et du Royaume-Uni, par exemple. Ce n'est pas simplement celle des États-Unis. Mais aux États-Unis, vous avez quand même, depuis 2014, une double évolution qui pourrait produire des effets contre-productifs. La première évolution, c'est une série d'actions et de mesures prises pour signaler la détermination des États-Unis à ne plus se laisser faire. On l'a encore vu hier, le département du Trésor a émis un train de sanctions financières assez impressionnant contre un certain nombre d'individus et d'entités de la Fédération de Russie, et qui ne sont pas des petits coups d'épingle, ce sont des choses qui peuvent effectivement toucher là où ça fait mal. Donc des sanctions, une mise en accusation publique de hackers ou des entités qui les hébergent, et également peut-être des réponses clandestines. Deuxième évolution, on voit que les débats sur la doctrine de dissuasion dans le domaine numérique, de plus en plus, envisagent la question de la réponse par des moyens militaires, voire nucléaires. Sauf qu'il n'y a toujours pas de doctrine de dissuasion numérique aux États-Unis. Depuis décembre 2016, la formulation en est bloquée à la fois au Sénat et au Pentagone. Ma dernière partie, qui me servira de conclusion pour les 5 dernières minutes, c'est le fait qu'il ne faut pas s'en tenir là. Il ne faut pas s'en tenir uniquement à cette idée qu'on a une superpuissance qui, comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, voudrait s'affirmer et donc susciterait autour d'elle chaos et risque pour tout le monde. Il faut dire aussi que les États-Unis, parallèlement, cherchent à affirmer un certain nombre de normes qui viserait donc à réguler la conflictualité numérique. Alors, il faut dire deux choses. D'abord, la première chose, c'est que l'idée que les États-Unis défendent depuis 2011, c'est-à-dire que le droit international est applicable au cyberespace, fait aujourd'hui consensus. En revanche, la problématique, c'est celle de la mise en application de ce droit international. Donc tout le monde est d'accord pour dire on transpose, mais il y a des désaccords dans un contexte de retour aux rivalités des grandes puissances, ces désaccords d'ailleurs ne cessent de s'accroître, mais il y a des désaccords sur les modalités, et notamment pour une raison supplémentaire, c'est que, comme je vous l'ai dit, la plupart des attaques numériques sont situées en dessous d'un seuil qui est celui du recours à la force armée, qui est celui de l'agression armée, qui fait qu'il faut donc essayer de réguler le comportement des États en temps de paix. Et à ce titre, les États-Unis ont lancé un certain nombre d'initiatives. Ils pensent aujourd'hui qu'il y a suffisamment de normes d'ailleurs et qu'il faut se recentrer justement sur le fait de nouer des conventions bilatérales, y compris avec la Chine en 2015 sur l'espionnage économique, ou s'entendre avec ce que les Américains appellent des États like-minded, des États qui pensent comme nous, et ensuite de créer finalement un effet où se rallieraient autour du consensus tous les États. Pour autant, cette question de l'applicabilité du droit international, et notamment en matière d'une conflictualité qui se déroule en temps de paix, continue à susciter des désaccords. Et à ce titre, il faut souligner donc deux choses. La première, c'est que le 23 juin 2017, donc il existe depuis 2013 un groupe des experts gouvernementaux de l'ONU qui rassemblait au début 15 États et aujourd'hui 25 pour justement essayer de se mettre d'accord. Voilà. Le 23 juin de l'année dernière, donc, ce groupe, pour la première fois, n'a pas abouti à un consensus. C'est séparé sans accord consensuel. Alors, ce sont des accords non contraignants, mais sans accord consensuel. Et le débat portait justement sur la question de faut-il ou pas autoriser le recours à la légitime défense, y compris lorsque, effectivement, les attaques ont lieu en dessous du seuil de la force armée. Alors, que nous révèlent ces désaccords? Nous révèlent d'abord que vous avez un certain nombre d'États qui craignent, évidemment, que si on met en application ces règles selon les logiques et les représentations et les intérêts des États-Unis, ça les met en péril. De la même manière qu'ils craignent, il faut être aussi logique, que cette mise en application les empêche eux-mêmes de pratiquer des actions de déstabilisation en dessous du seuil de la force armée. Il faut avoir ça en tête. Deuxième et dernier point, pour aller vers l'avenir, je reviens à la question des entreprises américaines du net. Puisqu'en effet, le gouvernement fédéral n'est pas le seul à vouloir promouvoir un certain nombre de normes. Ces entreprises du net sont les mieux placées pour en fait avoir un œil sur tout ce qui se passe, on va dire sur le domaine numérique et notamment sur le cyberespace. Et à ce titre, bien sûr, elles cherchent finalement à réconcilier deux objectifs. Le premier objectif, c'est maintenir la stabilité du système, puisqu'elles en profitent. Et de l'autre côté, évidemment, bien qu'elles soient éventuellement américaines, il ne s'agit pas pour elles de faire des différences entre leurs différents clients, entre les différents États qui profitent de leurs services. Elles veulent assurer la même fourniture de services
à tout le monde. Et à ce titre, Microsoft, par exemple, a essayé de lancer une convention de Genève digitale, et notamment avec l'idée de créer une espèce de commission multipartite formée d'ingénieurs qui serait chargée d'attribuer officiellement les attaques numériques. Alors, pour conclure, ce point me paraît intéressant. Il montre aussi toute la naïveté qu'il y a derrière cette vision un petit peu technicienne et, on va dire, d'ingénierie derrière la question de l'attribution, qui est évidemment une question politique, d'autant plus quand les attaques sont considérées comme des attaques majeures. Et on peut douter de la capacité de ces entreprises à peser sur les débats. Peut-être qu'ils pèseront sur les débats autres, mais pas forcément sur celui du gouvernement fédéral des États-Unis. Voilà, bah écoutez, je vous remercie. J'ai peut-être été un petit peu long à la fin. Enfin, en tout cas, j'ai peut-être accéléré, mais je suis prêt à répondre à vos questions si vous le souhaitez. Merci à vous. Alors, il y a des questions ici. Voilà, 2 questions. Bonjour. Bonjour. Ce matin, j'ai essayé de me connecter à un site américain de gauche, puis un libertarien. Et avec le Wi-Fi d'ici, oui, je suis tombé sur FortiGuard, oui, Web Page Blocked. D'accord. Donc, je me demande si c'est la puissance américaine qui a déjà envahi mon ordinateur. La question sérieuse, oui, maintenant, c'est oui. Sur le Stuxnet. Oui. En fait, Israël était partie prenante, oui, tout à dans en fait, l'envoi de virus en Iran, que l'Iran considérait comme des actes de guerre. Et donc, si les États-Unis, d'une part, lancent des actions qui sont des actions de guerre ou de surveillance de leaders européens, brésiliens, est-ce qu'ils sont dans une bonne position pour ensuite proposer une charte de bonne conduite? Mais non, évidemment. Si j'avais eu le temps de faire ma conclusion, celle que j'avais initialement prévue, mais en fait, j'étais en train de dépasser mon temps, c'est pour ça. Je vous aurais dit qu'en fait, ce que révèle tout ce que j'ai dit, c'est finalement toutes les ambiguïtés, les dilemmes, mais dont beaucoup d'Américains sont aujourd'hui conscients sur, justement... ce qu'on appelle l'hégémonie américaine. C'est-à-dire que cette hégémonie, et qui s'inscrit bien sûr dans un consensus qui s'est créé dans la politique étrangère dans la période post-guerre froide aux États-Unis, autour de la primauté des États-Unis. Cette ambiguïté, c'est que, bah, évidemment, l'hégémonie, ça fonctionne si les autres y consentent. Et qu'une des meilleures manières pour que les autres n'y consentent plus, pour que votre légitimité soit érodée, c'est effectivement d'agir contre les règles communes. Alors oui, bien sûr, ils ne sont pas forcément les mieux placés d'un point de vue, on va dire, moral ou éthique. Cela étant, comme je le disais tout à l'heure, il me semble que d'autres maintenant les dépassent complètement dans le dépassement d'un certain nombre justement de ces règles. Mais en revanche, ce qui est important, c'est qu'ils restent quand même, en tant qu'État, en tout cas, ils restent perçus comme centraux. Hein, et à ce titre, évidemment, ce qu'ils peuvent proposer peut éventuellement susciter, soit pour des raisons d'intérêt, soit pour des raisons d'alignement autres, éventuellement, effectivement, des résultats. Donc, ils ne sont peut-être pas en bonne position, mais ils peuvent peut-être quand même arriver à promouvoir un certain nombre de normes. Vous voyez, je verrais le problème comme ça. J'allais un peu dans la continuité du Stuxnet et le programme Nitrozus qui voulait aussi détruire complètement l'appareil iranien dans le cas d'une éventuelle attaque israélienne. Les réseaux de communication, les réseaux électriques, les réseaux de santé, les radars et tout auraient été complètement annihilés. Il manquait plus que la commande. Oui, et donc votre question, et donc la vulnérabilité et la mise en place de certains autres puces de la part de certains gouvernements, style les puces ARM russes et chinoises. Oui, et donc votre question, et donc la prise de distance avec les systèmes américains de gouvernements étrangers. Bien sûr, ça renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure quand je disais que certains États cherchent à se créer des espaces numériques nationaux, c'est ça. C'est-à-dire que la crainte, alors qui pour certains peut être justifiée, même s'il faut toujours se méfier. Hein. C'est pas parce qu'on a des plans. Vous savez, les États-Unis ont eu des plans de guerre contre le Canada jusqu'à la fin des années 70. Donc c'est pas parce qu'on a des plans de guerre contre quelqu'un. Mais évidemment là c'est le cas de l'Iran, donc on est bien d'accord, c'est différent. Mais oui, vous avez raison. Ça, le sentiment que les Américains de vulnérabilité que les Américains ont commencé à avoir à la fin des années 90 par rapport à ces questions-là, qui s'est reflété dans tous les discours sur Cyber, Pearl Harbor,
puis Cyber 9/11, il faut bien voir, bien évidemment, qu'il est répercuté aussi. En gros, si d'autres États qui se sentent menacés par les États-Unis se sentent du coup aussi vulnérables sur cet aspect-là. Bon, il y a quand même un point commun entre tous les États du monde, c'est que la problématique de la conflictualité numérique, c'est qu'elle joue sur le fait qu'il y a des vulnérabilités partout. Voilà. Et donc oui, bien sûr, il y a eu cette volonté de se démarquer en se disant si on n'est pas sur les systèmes américains, on sera indépendant et à l'abri. Au passage, puisque vous citez l'un et l'autre les Israéliens, les forces de défense israéliennes ne fonctionnent plus que sous Linux depuis très longtemps. Oui. Oui, j'avais une question. Il y avait un article ce matin qui disait que les Russes avaient hacké des water plants en Chine et en Europe. Oui. Comment est-ce qu'on défend les populations? Parce que là, on voit bien les défenses théoriques des uns et des autres. Mais si vraiment on supprime l'accès à l'eau, que font les États? Alors ça fait partie de quantité de scénarios et de quantité de préoccupations en matière de gestion de crise, on va dire gestion de crise cyber. Alors, on voit bien, vous avez raison, le problème d'une attaque numérique, vous l'avez compris, c'est pas d'empêcher un attaquant de rentrer, c'est que l'attaquant est déjà là. Et parfois, on ne sait pas depuis quand il est là. Le pire, c'est qu'on ne sait pas forcément qui c'est, et on ne sait pas non plus ce qu'il veut. Donc c'est vrai que ça a été la préoccupation majeure au début, en matière de gestion de crise. Remplacer l'urgence par l'idée qu'on est dans l'incertitude sur ce qui est en train de se passer. Et derrière, il y a la question effectivement des répercussions, et des répercussions en cascade, parce qu'on est aussi face à un domaine dans lequel on a la production d'effets non linéaires. On a l'effet papillon multiplié par 10. Une petite attaque peut très bien dégénérer, sans forcément d'ailleurs que celui qui est à l'origine le souhaite, peut très bien dégénérer de façon à causer des morts, etc. Donc, pour répondre à votre question, de plus en plus, les États cherchent à avoir une approche globale de ces systèmes-là. Donc c'est pour ça que certains ont défini des opérateurs d'intérêt vitaux, c'est le cas en France, et évidemment, dans lequel on essaye d'inclure non seulement les questions de sécurité des systèmes d'information, mais aussi plus globalement la question de la cyberdéfense, c'est-à-dire comment ça participe à la défense globale, mais aussi la question de la résilience, ou en tout cas de la réponse, alors c'est même plus sur incident, mais là sur catastrophe par exemple de type humanitaire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous voyez, ça nous renvoie à une autre caractéristique de la conflictualité numérique, c'est qu'on est à la fois face à des enjeux que tous les États présentent comme vitaux. Vous voyez, c'est plus des enjeux de sécurité informatique. Les enjeux numériques aujourd'hui, c'est est-ce que notre sécurité nationale, voire la sécurité du monde entier, ne sont pas menacées? Et de l'autre côté, on est face à des modes d'action dans lesquels l'incertitude sur qui est l'attaquant et ce qu'il veut faire conduit du coup à voir toute potentielle intrusion comme une menace majeure. Ça entraîne ce qu'on appelle en études stratégiques un dilemme de sécurité, mais multiplié par 10. C'est-à-dire, en fait, le principal risque dans le numérique, vous l'avez compris, ça peut être celui que vous évoquez, mais ce n'est pas le principal risque. C'est-à-dire qu'il n'est pas improbable, le risque dont vous parlez. Il n'est pas improbable. Mais il est peu probable. En revanche, le risque le plus probable, ce qui ne veut pas dire certain, c'est celui d'une escalade. C'est-à-dire qu'un État qui se croirait attaqué pourrait tenter de répondre de manière inappropriée. Enfin bref, ça pourrait effectivement vite rentrer dans une spirale. Voilà. Oui. Oui, bonjour. Oui, on parle souvent de la complexité à attribuer des cyberattaques. Vous avez parlé des attaques présumées iraniennes, russes, coréennes. Dans quelle mesure, selon vous, quelle certitude aujourd'hui on peut atteindre dans l'attribution de ces attaques, à la fois pour un État et dans notre capacité à le prouver sur le plan juridique sur les différentes instances internationales? Oui, alors c'est une question essentielle puisque, en fait, mais à mon avis, elle renvoie à une autre question, qui est la question de regardez, l'attribution, en fait, c'est trois choses. Ce qu'on appelle l'attribution, c'est-à-dire le fait l'idée d'imputer une attaque à un agresseur. On l'a souvent limité à cette idée il faut rechercher qui est derrière, et puis comme c'est compliqué, en fait, on n'y arrive jamais. Alors c'est vrai, une attribution qui serait à 100% certaine est effectivement très très rare. Certains États disposent de capacités dans ce domaine, les États-Unis. Mais ce n'est pas le vrai problème. Le vrai problème de l'attribution, c'est ensuite on va communiquer. Est-ce qu'on communique ou pas? Vous voyez, c'est des choix politiques. Est-ce qu'on communique ou pas? Si on communique, quels éléments on donne? Sachant que derrière, évidemment, on aura toujours des individus ou ou des gouvernements ou des instances qui diront mais ce que vous dites ne tient pas la route.
Il y a toujours la capacité du déni plausible. Et puis enfin, la dernière chose, c'est je réponds. Donc pour rentrer pour aller dans votre question, aujourd'hui, les progrès en matière d'attribution, ils sont certains pour beaucoup d'États, parce beaucoup ont compris, en tout cas les agences qui sont chargées de le faire, que ce n'est pas simplement une question technique. Ça renvoie à une multitude de facteurs. En revanche, le vrai problème, comme je l'ai souligné tout à l'heure, c'est que si tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut appliquer le droit international à ces questions-là, on n'est pas d'accord sur la mise en application, et notamment on n'est pas d'accord sur finalement le seuil. Est-ce que toutes les attaques qui sont en dessous du seuil, vous voyez, où ça fait des morts et des dégâts irrécupérables, comment on les traite? Voilà. Et donc le vrai problème, il est là. Je vais prendre pour terminer un cas qui est assez connu, c'est l'attaque contre TV5 Monde, qui a eu lieu en avril 2015. L'été dernier, le parquet de Paris a finalement classé sans suite cette affaire, bien que l'ANSSI ait présenté des preuves qui, à ses yeux, étaient suffisantes pour pouvoir dire c'est lié à un groupe qui s'appelle APT28, qui a des liens compliqués avec le renseignement militaire russe. Pourquoi est-ce que le parquet de Paris a fait ça? Parce que justement, son critère est juridique. En fait, on est là face à une question classique de relations internationales. En l'absence d'une autorité centralisée, hiérarchisée, ou on va dire d'arbitrage autour duquel tout le monde se rallie, en l'absence de conventions symétriques entre tous les États, c'est-à-dire la même manière de se représenter, quels sont les enjeux, comment on y répond, et ben effectivement, la seule chose qui va jouer, c'est les aspects purement politiques, les aspects éventuellement de rapport de force. Ce qui est intéressant dans les dernières attributions faites contre la Russie, la Corée du Nord, donc j'ai parlé de NotPetya et WannaCry, c'est que ça a été attribué par, on va dire, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, enfin les Five Eyes. Si vous pensez à une autre attribution qui n'a rien à voir avec numérique, l'affaire de cet espion russe qui a été touché par une attaque chimique au Royaume-Uni dernièrement, là aussi on voit, c'est un certain nombre d'États qui attribuent. Donc on voit, plus une attaque touche ce qu'un État considère ou ce qu'un groupe d'États considère comme des enjeux vitaux, plus les aspects politiques deviennent importants. Et donc plus il est paradoxalement difficile de dire mais si j'ai des preuves. Peut-être juste un dernier exemple. La question de l'interférence russe dans les élections américaines. Vous savez qu'en octobre 2016 puis en janvier 2017, la communauté du renseignement, c'est quand même 17 agences, a publié un rapport expliquant quelle était selon eux... Si, le rapport de janvier, c'est 17. Si. Non, mais laissez-moi terminer parce que je vais vous expliquer. En fait, il y a eu des désaccords à l'intérieur de ce rapport entre certaines d'entre elles, mais le langage que tout le monde essaye d'utiliser, et c'est vrai aussi pour les entreprises de sécurité informatique qui elles-mêmes se chargent d'essayer de décortiquer des attaques. Vous voyez, FireEye, Kaspersky, CrowdStrike, etc. On essaie d'utiliser un langage, vous voyez, c'est nous avons une confiance modérée, faible, très haute, etc. Donc en fait, ce à quoi vous faites allusion, non, c'était bien les 17, puisque c'est le directeur du renseignement national qui les a présentés, James Clapper. Après, a dit qu'il avait choisi les agents de 3 agences. Et c'est pas un rapport des 17. Bon, alors. Il y a des désaccords entre oui, alors. C'est ça. Alors, je vais les expliquer. Parce que moi, justement, quand j'ai vu ce rapport, j'ai été comme vous intriqué sur ces désaccords. Je vais vous expliquer. Notamment sur le désaccord qui consiste à relier ces attaques directement au Kremlin. On voit que la seule des agences, en tout cas, qui était citée dans ce rapport, qui a une confiance modérée sur cette affirmation, c'est la NSA. C'est intéressant. Ça veut dire que le renseignement qui a permis d'arriver, entre guillemets, à cette conclusion, quelle qu'en soit la fiabilité, moi je ne suis pas agent de renseignement, je ne sais pas, le renseignement, il a certainement été obtenu par d'autres sources que des sources justement numériques. Voyez. Donc on est aussi dans une logique où finalement la difficulté c'est d'arriver à convaincre, et la difficulté finalement c'est pas d'arriver à une attribution certaine à 100%, parce que finalement ce serait un petit peu, finalement on est face à une mission impossible. La difficulté, c'est est-ce que j'arrive à convaincre? Plus mes enjeux politiques sont élevés, plus je vais essayer effectivement de convaincre, mais en même temps sans donner trop d'éléments, parce que si je donne trop d'éléments à l'appui, je risque peut-être de dévoiler des capacités, etc. Je prends dernier exemple sur Sony Entertainment en 2014. L'attribution du FBI s'appuie certainement sur des renseignements qui viennent de la NSA. Je pense que la NSA peut très difficilement dire oui, je le sais parce qu'en fait je suis dans les réseaux de la Corée du Nord. C'est pour ça que je le sais. Vous voyez, elle peut difficilement le dire. Donc pour revenir à mon propos, moi mon sujet n'est pas de savoir si c'est les Russes, pas les Russes, ça ne m'intéresse absolument pas en fait. Ce qui m'intéresse, c'est surtout qu'on voit bien qu'on est face à des processus contestés dans lesquels c'est le facteur politique qui compte davantage, et donc croire qu'on va pouvoir trouver des mécanismes juridiques ou techniques qui permettront de mettre tout le monde d'accord, c'est à mon avis difficile, parce que l'élément du contexte qui à mon avis importe aujourd'hui,
qui est un peu la construction intersubjective que se sont créées les principales puissances aujourd'hui, c'est qu'elles sont rentrées dans une espèce de retour à la compétition entre elles. Hein. Et ça, évidemment, ça veut dire que tout ce que dit l'autre est forcément sujet à caution. Hein. Vous voyez, il y a cette question du consensus politique. Voilà, alors, désolé. Ouais. Je pense qu'on va effectivement s'arrêter là pour les questions. Merci beaucoup. Et si vous voulez continuer la conversation avec Stéphane Taillat, n'hésitez pas, il sera disponible à la sortie de cette conférence. Merci à vous.